Parmi toutes les sollicitations auxquelles un matériau peut être soumis, il en est une dont l'étude s'impose prioritairement. Il s'agit de la traction simple. Elle constitue un moyen efficace d'aborder des phénomènes complexes, en particulier au niveau micro et macroscopique, que nous avons évoqués dans un document précédent. C'est sur des essais que s'appuiera essentiellement l'étude de la traction. Pour pouvoir prétendre à quelque signification, un essai, quel qu'il soit, doit être reproductible, en dehors des contingences de lieu et de temps. Aussi, des normes très précises définissent-elles dans les moindres détails les conditions de l'essai et son déroulement. Au cours des essais que nous allons observer, nous retrouverons constamment cette exigence de rigueur. Le plus classique des essais de traction est celui réalisé sur un échantillon cylindrique ou prismatique d'un matériau métallique. Nous sommes ici à Senlis, au Centre technique des industries mécaniques. L'essai auquel nous allons assister porte sur un échantillon d'acier pré-traité, préalablement usiné, et considéré comme homogène et isotrope à l'échelle macroscopique. Cet essai consiste à appliquer à l'échantillon appelé éprouvette un effort de traction lent et continu dirigé suivant l'axe longitudinal à l'aide d'une machine d'essai en vue de déterminer une ou plusieurs caractéristiques mécaniques du matériau à l'aide d'un extensomètre. Sauf spécification contraire, l'essai s'effectue à température ambiante. On commence par déterminer à l'intérieur de la partie calibrée LC l'aire de la section initiale S0, grâce à laquelle sera calculée la longueur initiale entre repères L0. L0 est égal à K multiplié par racine de S0. Le coefficient K utilisé dans ce calcul est normalisé. Il est de 5,65 pour les métaux. Il en résulte que pour les éprouvettes cylindriques, la longueur L0 est égale à 5 fois le diamètre. La machine d'essai est constituée d'un bâti, d'un dispositif de fixation de l'éprouvette solidaire du bâti à une extrémité et d'une traverse mobile à l'extrémité opposée. L'éprouvette est ensuite solidement amarrée à la machine de manière à garantir une charge parfaitement axiale. Le technicien peut alors régler la vitesse de descente de la traverse qui dépend de la nature du matériau et doit être aussi constante que possible. L'extensomètre, positionné face à la partie calibrée, va enregistrer les déformations de l'éprouvette et transmettre ces données à un dispositif qui établit une courbe de traction. Le dispositif a évolué du simple cadran à l'usage de la table traçante ou de l'ordinateur. C'est sur cette courbe que se liront les résultats de l'essai. Si l'on y trouvait reportées simplement les données brutes transmises par la machine et l'extensomètre, c'est-à-dire la charge F en newton et la déformation en millimètres, on ne pourrait comparer les valeurs établies pour des éprouvettes de sections différentes et ou de longueur zéro différentes. C'est pourquoi le dispositif relié à la machine les convertit. Sur la courbe, nous trouvons en ordonnée, au lieu de F, la charge unitaire R, c'est-à-dire la charge F divisée par la section initiale S0. La charge unitaire s'exprime en mégapascal. De même, en abscisse, on découvre non pas la déformation, mais l'extension E, c'est-à-dire la déformation delta L divisée par la longueur initiale L0. La norme prescrit sa traduction en pourcentage. C'est l'extension pour cent ou
taux d'allongement, E%. On obtient ainsi une courbe conventionnelle, R, fonction de E. Dans le cas d'applications scientifiques, il peut aussi être nécessaire de tenir compte des variations de la section S en cours d'essai et de déterminer les déformations longitudinales plus précisément encore. On divise alors la force F non plus par la section initiale S0, mais par la section vraie, S, mesurée à chaque instant de l'essai. On obtient ainsi en ordonnée sigma, la contrainte vraie. De même, en abscisse, on porte epsilon, la déformation vraie ou rationnelle, obtenue en additionnant les déformations infinitésimales générées par la contrainte à chaque instant de l'essai. La courbe qui en résulte est dite courbe rationnelle, sigma, fonction d'epsilon. La norme prévoit l'utilisation de la courbe conventionnelle pour la plupart des essais. L'essai, proprement dit, peut commencer. Durant l'essai, l'éprouvette va se déformer. D'abord élastiquement, puis plastiquement, jusqu'à ce que se produise la striction et enfin la rupture. Observons la courbe de traction. Elle va nous permettre de caractériser un matériau. Durant la phase élastique, le tracé apparaît parfaitement linéaire. L'allongement croît en effet proportionnellement à la contrainte. Cette caractéristique, commune à la plupart des matériaux pour de petites déformations, est exprimée par la loi de Hooke. Grand R, la charge unitaire, égale grand E que multiplie petit e. L'extension, où grand E est le module d'élasticité, ou module d'Young. Il s'exprime en mégapascal. On voit ici que sur notre courbe, grand E est matérialisé par la raideur de la pente dans la phase élastique. Comme le module d'élasticité, elle varie selon le matériau et traduit l'une de ses caractéristiques essentielles. Moins un matériau sera rigide, plus cette pente sera faible. Grand E est de l'ordre de 200 000 mégapascales pour les aciers, mais de 14 000 mégapascales seulement pour le plomb. Au cours de cette phase élastique, si nous annulons la charge, nous constatons que la courbe revient à son point d'origine. Nous avons bien affaire à une déformation réversible. Les variations de la section initiale S0 sont peu importantes, mais elles aussi linéaires. Le coefficient de Poisson, nu, indique, pour chaque matériau, le rapport entre la contraction transversale et la déformation longitudinale de l'éprouvette. Mais bientôt, la courbe change d'aspect. Ainsi est matérialisée une donnée fondamentale, la limite d'élasticité ou limite d'écoulement RE, c'est-à-dire le moment à partir duquel s'observera une déformation irréversible. RE s'exprime en mégapascal. La limite d'élasticité n'apparaît pas toujours clairement. C'est pourquoi les normes s'appuient sur une limite élastique conventionnelle RP qui correspond à une contrainte créant un allongement permanent défini. Il est de 0,2% pour les aciers. Pour nous convaincre que ce seuil franchi, nous sommes bien dans la phase plastique, il nous suffit à un instant quelconque d'annuler la contrainte. La courbe ne revient plus à son point d'origine. À cause de la déformation élastique qui persiste, l'éprouvette s'est certes rétractée, mais pas jusqu'à retrouver sa longueur initiale. Le matériau se décharge suivant une droite parallèle à la portion élastique de la courbe
et un nouveau point apparaît en abscisse. Il matérialise l'allongement rémanent découlant de la charge unitaire exercée au moment où l'essai a été interrompu. Selon le matériau, la courbe prendra une allure plus ou moins allongée, caractéristique de sa capacité de déformation plastique. Le terme de cet allongement, uniformément réparti, correspond à une chute de la courbe qui marque la charge maximale et le début de la striction. La détermination de ce point où chute la courbe constitue souvent l'objectif premier de l'essai de traction. Il indique la contrainte maximale à ne pas dépasser si l'on désire éviter la rupture, ou celle qu'il faudra exercer si la rupture est le but recherché. Ce point définit Rm, c'est-à-dire la résistance à la traction. Elle est exprimée en mégapascal ou newton par millimètre carré. L'aspect de la courbe, la longueur de la phase plastique sont également très parlants. Ils révèlent, par exemple, que cet acier doux pourra être beaucoup embouti avant qu'il ne casse après striction, ce qui n'est pas le cas de la fonte. La lecture en abscisse de l'allongement pour 100 sous charge maximale AGT le fait clairement apparaître. Remarquons que sa détermination prend en compte la part de déformation élastique dans l'allongement constaté. Par ailleurs, si nous observons le cas évoqué précédemment, où la contrainte a été annulée au cours de la phase plastique, nous pouvons vérifier que lorsque l'éprouvette est à nouveau sollicitée, elle présente un accroissement de la limite élastique en raison de l'écrouissage subi par le métal. La rupture suit généralement de près la striction. Après l'essai, on mesure par ailleurs sur l'éprouvette l'allongement pour 100 après rupture A. A est la longueur ultime, LU, moins la longueur 0, exprimée en pourcentage de L0. L'éprouvette s'étant rétractée élastiquement au moment de la rupture, l'allongement mesuré est exclusivement l'allongement plastique. De même, en mesurant la section de l'éprouvette dans la zone de striction après rupture, on peut établir le coefficient de striction Z. Pour cela, on calcule l'écart entre la section au début de l'essai S0 et la section ultime SU. Z est cette variation exprimée en pourcentage de S0. L'examen de l'éprouvette, dans la zone de striction, là où s'est produite la rupture, nous rappelle la direction à 45 degrés selon laquelle elle s'opère. Il ne restera plus qu'à établir le rapport d'essai tel que les normes le prescrivent. Muni de ce document, l'ingénieur ou le technicien dispose des informations de base concernant un matériau. Ils savent quelles sont ses réactions à la contrainte et en particulier le seuil à partir duquel une déformation devient irréversible, celui au-delà duquel la rupture devient inévitable. Ils peuvent en déduire les utilisations possibles et les performances qu'on en peut attendre. Dans la pratique, on appliquera des coefficients de sécurité, variables selon l'utilisation prévue. Ainsi seront prévenus au mieux les risques d'avarie ou d'accident. Ces essais, tels que nous les avons vus pratiquer quotidiennement au CETIM, répondent donc parfaitement aux demandes de l'industrie.